Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La colère des femmes revendeuses de Missebo, elles protestent déjà contre le déguerpissement annoncé de l'espace public dans le littoral. Pour contourner la mesure d'interdiction de leur marche de protestation, elles sont allées à la Bourse du Travail pour exprimer leur mécontentement. L'an 2 du plan global pour l'éradication de l'apatridie, le Haut Commissariat pour les réfugiés a célébré l'événement en mettant l'accent sur la nécessité de coordonner les actions pour endiguer le phénomène. Cotonou, point de ralliement des équistes de la sous-région, c'est dans le cadre du séminaire régional de l'Écancard, un événement destiné à relever le niveau spirituel des fidèles de cette religion. Et merci et bienvenue à cette édition. Les femmes revendeuses du marché Missebo sont remontées contre le préfet du littoral. Elles récusent les marquages qui font de leur baraque des espaces du domaine public à libérer avant le 31 décembre. Leur marche de protestation ayant été interdite, elles ont investi la Bourse du Travail pour crier leur mécontentement. Serge Ayaka, Bernard Djobé. Voici les baraques et boutiques de la discorde, les baraques du mécontentement. Elles bordent la voie pavée allant du carrefour à Gomengar au carrefour Sojema à Missebo. Ces femmes que voici y sont installées depuis plusieurs décennies. Et elles ne comprennent pas pourquoi la décision de faire déguerpir doit les toucher. Bien que Missebo soit un quartier, Missebo, ça a été un marché depuis, et quel que soit l'embellissement d'une ville, on ne peut pas venir mettre les croix dans un marché de façon arbitraire. Leur ligne de défense est claire. Pour soi-disant assurer notre sécurité, le préfet Togola a mis des barrières où les motos ne peuvent plus rentrer. Ça a créé, généré une mévente qui existait déjà, ça a aggravé la mévente généralisée. Leur marche n'ayant pas été autorisée, elles ont investi la Bourse du Travail pour crier et dire halte à ce qu'elles qualifient d'arbitraire. C'est des femmes. Tout ce qu'il y a ici, vous voyez combien d'hommes. C'est des femmes qui ont fait et qui ne veulent que survivre. On menace, on envoie, on fait des manigances pour que la police n'encadre pas leur mal. Nous sommes prêts à nous battre, à continuer le combat pour que personne ne vienne arracher cette liberté-là. Mais ce repli, disent les revendeuses de Missebo, n'est qu'un repli tactique. Elles projettent de marcher, de toujours marcher pour défendre leur gagne-pain. Et de l'autre côté, à Parakou, le directeur départemental du cadre de vie et le préfet sont allés sur le terrain pour lancer un dernier avertissement aux occupants anarchiques de l'espace public. Nourdine Safara. Le directeur départemental du cadre de vie, accompagné du préfet du Borgou et du directeur des services techniques de la municipalité de Parakou dans les rues. Cela n'arrive pas tous les jours. C'est une mesure gouvernementale prise en conseil des ministres. Et l'objectif, c'est d'abord de moderniser la ville. C'est de rendre plus fluide la circulation. Aujourd'hui, ça nous fait peut-être mal, mais à l'avenir, je crois que c'est nous tous qui serons contents du visage que va offrir notre ville. Cette opération que nous sommes en train de faire, nous le faisons en guise d'avertissement. Donc au-delà du 31 décembre 2016, ceux qui n'auraient pas libéré ces entreprises-là, nous serons obligés donc, de les faire déguerpir par les voies qui s'imposent. Libérer véritablement les abords des différentes rues de Parakou n'est qu'une question de jours. Au niveau de la municipalité, l'on rassure quant à la disponibilité de nouveaux sites devant accueillir ceux qui seront décampés. Pour ceux qui seront déguerpis, la ville a commencé par faire des aménagements au niveau de certains marchés de la commune
tels que le marché de Rose-Croix et la place CNCB. Il y a le marché Guéma et il y a également le marché Zongo. Toutes ces places-là seront prioritaires, pratiquement ceux qui seront déguerpis d'ici. En attendant la phase répressive, le préfet du Borgou invite déjà les populations à obéir aux injonctions de l'autorité. Nous sommes à pratiquement un mois donc, de l'échéance. Je voudrais demander aux populations de Parakou de faire preuve de civisme et de responsabilité pour que durant ce laps de temps qui nous reste encore, qu'ils puissent donc de façon délibérée libérer les emprises qu'elles ont occupées de façon anarchique pour que le moment venu, nous ne soyons pas obligés donc d'y mettre la force. D'autres descentes sont annoncées dans les tout prochains jours pour la suite de cette opération. L'interdiction des activités des organisations fêtières en milieu estudiantin suscite toujours des protestations. À cet effet, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples a organisé 8 jours de séances de sensibilisation sur le respect des droits et de la liberté dans notre société. Reportage. C'est après une semaine de manifestations contre la décision gouvernementale relative à l'interdiction des activités fêtières dans les universités publiques au Bénin que ces membres de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP, se sont réunis pour faire le bilan. On a envoyé des missions sur les différents campus de notre pays, à Djara, à Porto-Novo, également à Parakou, également. Nous avions adressé des correspondances, une lettre à M. le Président de la République pour lui demander de rapporter donc cette mesure-là. Cette lettre est déjà envoyée. Nous avons fait ampliation au Président de l'Assemblée nationale à qui nous avons également écrit pour lui demander, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, d'interpeller le gouvernement de Patrice Talon sur la violation des libertés et l'interdiction donc des mouvements ou des activités aux étudiants. Pour mener à bien cette lutte, quelques responsables syndicaux s'engagent à soutenir la cause de ces jeunes. On ne peut pas empêcher aux étudiants de pouvoir faire des activités. C'est comme ça qu'ils apprennent à assumer des responsabilités. S'il y a des dérives, on peut voir ce qui n'a pas marché. On ne peut pas dire les libertés, on ne peut pas faire la prédation des libertés. Nous allons les accompagner. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de l'anarchie, parce que lorsque vous n'avez plus la liberté, mais vous choisissez votre liberté. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, en collaboration avec l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, ne compte pas démordre. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a célébré ce vendredi le 2e anniversaire du lancement du plan global pour l'éradication de l'apatridie. L'occasion était donnée aux autorités et à la société civile d'attirer l'attention des gouvernants sur l'urgence des actions à mener pour éradiquer le phénomène. Reportage. Alain de Suivre. Environ 10 millions de personnes dans le monde et 1 million en Afrique de l'Ouest sont des apatrides. Ces personnes sans nationalité sont privées de plusieurs droits de citoyenneté. La communauté internationale ayant pris conscience de la situation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a en effet lancé le 4 novembre 2014 le plan global pour l'éradication de l'apatridie. À la faveur de la célébration du 2e anniversaire de cet événement, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a appelé les gouvernants à œuvrer pour éradiquer le phénomène. Éliminer l'apatridie et mettre un terme à la marginalisation de plusieurs millions de personnes à travers le monde est un point de départ et contribuera certainement à l'atteinte des objectifs de développement durable qui prônent de ne laisser personne de côté. D'importants défis restent à relever pour l'atteinte de l'objectif d'éradication de l'apatridie à l'horizon 2024. La représentante du garde des Sceaux, ministre de la Justice, a rappelé à l'occasion les efforts faits par le gouvernement pour réduire le taux des personnes à risque ou frappées d'apatridie au Bénin. Je voudrais, en cette occasion solennelle, insister à l'attention de chaque citoyen, notamment des parents, sur l'impérieuse nécessité de la déclaration à l'état civil de tout enfant dès sa naissance. Je saisis aussi l'occasion pour souligner à l'attention de l'équipe pays la nécessité d'un bilan
et d'une relecture du plan d'action du Bénin. Comme action à mener contre l'apatridie, il est envisagé au Bénin le vote du Code de nationalité, la généralisation de l'établissement des déclarations de naissance et la sensibilisation des populations à risque. Car au Bénin, 80% des naissances sont enregistrées. Les 20% restantes ne peuvent faire la preuve de leur nationalité. La cérémonie a pris fin par la signature électronique des documents d'engagement à œuvrer pour l'éradication par les officiels conviés à la cérémonie. Le rapport sur le développement humain en Afrique en 2016 est désormais disponible. Ce document élaboré par le Programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec les nationaux a été lancé hier au Palais des Congrès à Cotonou en présence des officiels béninois. Reportage. La femme, pilier du développement de toute nation. Et pourtant, sa situation n'est pas des plus reluisantes. Le rapport sur le développement humain en Afrique 2016, élaboré par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, nous renseigne davantage sur la situation de la femme africaine. Le rapport met en lumière que peu de progrès ont été réalisés dans la lutte contre les normes sociales, les paramètres institutionnels et les pratiques culturelles néfastes qui perpétuent l'inégalité entre les genres. Le développement est menacé dans son existence propre lorsqu'il n'est pas fondé sur la dimension genre. Au Bénin, en 2014, l'indice de développement des genres est de 0,82%. Cela traduit l'inégalité criarde dont sont victimes les femmes. Les nombreux efforts des gouvernements successifs n'ont pas changé grand-chose. Il faut reconnaître que beaucoup reste à faire. Mais avant tout, il nous faudra lever les barrières discriminatoires. Faudrait-il rester passif? Il faut agir. Nous devons nous battre pour réduire les inégalités de genre. Merci pour tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Je pense que nous serons tous déterminés à partir d'aujourd'hui, dans nos programmes, dans nos budgets, pour réduire les questions d'inégalité de genre. La réduction des inégalités de genre, ça permet de booster la croissance économique. La volonté politique y est. La preuve, le gouvernement a réservé une part considérable de son budget à l'autonomisation de la femme. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action pour la période 2016-2021, a prévu d'importantes mesures en vue de corriger les disparités du genre et de promouvoir l'autonomisation de la femme béninoise. Et cette fois-ci, monsieur le coordonnateur, les ressources sont prévues au budget. Ce document a été lancé à l'échelle continentale le 22 août 2016 et le Bénin figure parmi les 10 pays africains à s'inscrire dans la même dynamique. Et là, on parle encore des femmes avec le consortium Rifonga Wanep Bénin qui prépare les femmes à une meilleure participation aux instances de pouvoir au Bénin. À cet effet, le 4e programme d'appui au renforcement des capacités d'action des femmes RECAM 4 a été lancé au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Des jeunes filles, jeunes femmes ont reçu les rudiments nécessaires sur le leadership politique féminin. Mathieu Sokenou, Jean-Claude James. Elles font partie des 140 candidates retenues sur les 407 qui ont postulé à ce 4e programme suisse RECAFEM 4. Ces jeunes filles et jeunes femmes vont se familiariser avec les concepts sur le leadership. Les participantes à cette formation seront préparées à prendre une part active aux prochaines élections. Notre ambition étant de voir ces futures femmes leaders positionnées dans les principales instances de décision, tant au niveau local que national, nous les accompagnons progressivement sur 3 années à travers différentes activités pour les aguerrir et bénéficiant du soutien des membres de leur communauté, à commencer par celui très précieux de leurs époux. Dans les meetings, ce sont nos femmes que nous voyons. On les draine. C'est celles qui font objet de mobilisation pour que les hommes puissent accéder au pouvoir. Donc il est temps que la femme aussi prenne le relais, qu'on cesse d'être l'échelle. Ces formations nous ont permis à nous qui sommes là aujourd'hui d'être un peu plus aguerris. J'avoue que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas impossible. Pour la coopération suisse qui soutient l'initiative, c'est un pilier indispensable pour
pour le développement. Le renforcement du leadership féminin et une meilleure implication de la moitié de la population dans la prise de décision et la gestion est donc l'une des clés fondamentales pour un développement économique et social durable et équitable. C'est pourquoi la thématique du genre est prise en compte de façon transversale dans les programmes de la DDC dans tous les pays et régions prioritaires pour la coopération suisse au développement, c'est-à-dire soit 20 au total. Pour notre part, la municipalité de Cotonou reste disponible à accompagner le processus, de même que les différents bénéficiaires pour l'atteinte des objectifs définis. Sur les 7 départements ciblés dans le cadre du programme, la formation se déroule dans 3 au même moment. À Cotonou pour le littoral, à Ouida pour l'Atlantique et à Porto-Novo pour l'Ouémé, en attendant le tour des autres départements. Et bonne nouvelle pour les populations les plus démunies de Cotonou et environ. Elles peuvent désormais bénéficier des soins de qualité à coût réduit au centre de santé Assava, les élites situées à Fidjrosset. C'est une réalisation de l'organisation internationale Direct Aid. L'inauguration de ce chef-d'œuvre a eu lieu ce vendredi. Aurélie Soton. Ce centre de santé flambant neuf, situé au quartier Fidjrosset à Cotonou, est doté de plusieurs unités, dont un dispensaire, une maternité, un laboratoire et un bloc opératoire. D'un coût global d'environ 500 millions de francs CFA, ce joyau a été réalisé par l'organisation Direct Aid dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la Santé. Vu l'ampleur des problèmes sociaux, sanitaires auxquels sont confrontés les populations africaines, surtout au milieu rural, l'Organisation internationale Direct Aid a donné à l'action sanitaire une place de choix dans ses activités. La nouvelle démarche de l'organisation Koweïtienne Direct Aid consiste à contribuer à l'amélioration de la couverture socio-sanitaire dans le pays à travers un réseau de 5 centres de santé, dispensaires et maternités. Participer au recouvrement du coût des soins. Au cours de la caravane de lutte contre les maladies des yeux, tous les services fournis étaient gratuits. De même, on peut citer la prise en charge sanitaire totale de 1000 orphelins. Le centre médical Assafwa Les Élites est un hôpital moderne qui offre gratuitement des soins de santé aux populations les plus démunies de Cotonou et environ, de toute obédience religieuse. Un centre multiforme, un centre multiracial, un centre laïque. Ça, c'est à l'honneur du peuple koweïtien et nous vous en félicitons. Ceci participe vraiment à l'amélioration de la couverture sanitaire de tout le pays, surtout à Cotonou. Et ce que vous faites pour l'amélioration de la santé des populations est en droite ligne dans le programme d'action du gouvernement où la santé des populations prend la première place. Direct Aid est une organisation internationale koweïtienne à caractère humanitaire qui œuvre pour le développement durable à travers de multiples actions. L'UEMOA a visité des projets réalisés dans les collines en début de semaine. Il s'agit des mini-centrales solaires, des forages à motricité humaine et des magasins de stockage sur financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était sous la conduite de la commission de l'UEMOA au Bénin, un périple qui a permis à notre équipe de rencontrer des populations sur place. Reportage Marcia Guidigan, Patrick Bénon. Ce périple est baptisé voyage de presse sur les sites des projets de l'UEMOA dans les départements du Zoué des Collines. Le département des Collines, première étape où la présence remarquable des bidons jaunes est l'indice de la pénurie criarde de l'eau, pourtant source de vie. L'obscurité continue d'être la faveur potentielle d'insécurité. Mais l'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de briser ce vilain tableau et d'apporter un plus au secteur agricole en construisant des mini-centrales solaires, des forages et des magasins de stockage. Ici, la vue panoramique de ces infrastructures dans les communes de Ouessé, Glazoué et Savet. Nous avons 56 abonnés et nous avons 100 abonnés en attente d'être servis. Toujours dans le cadre de ce financement, il y a la construction de
2 km 300 de réseau basse tension. Nous avons également eu la réalisation des AEV et des lampadaires solaires. Et en matière de coûts, par rapport à ces ouvrages déjà réalisés au niveau de Okeo, ça s'élève autour de 300 millions. L'ensemble du département des collines, j'avais dit ici qu'on a réalisé 49 forages et 4 magasins. Le coût de réalisation de ces infrastructures est estimé à 819 millions de francs CFA au total. Mais si nous prenons les 3 communes qui ont fait l'objet de notre visite, nous avons réalisé dedans un ensemble de 32 forages et un ensemble de 3 magasins. Le coût total de ces infrastructures pour ces 3 communes est de 598 millions de francs CFA. C'est vraiment une impression de satisfaction. Une impression de satisfaction en ce sens que nous avons réalisé sur le terrain que les interventions de l'UEMOA aux côtés des populations ont été hautement saluées. Nous avons ressenti que les réalisations qui ont été faites, les ouvrages qui ont été réalisés répondaient aux attentes pertinentes des populations. Cependant, à peine réalisés, des actes de vandalisme s'observent déjà sur certaines infrastructures. Des mares sont sciées, déboulonnées, dépourvues maintenant de leur contenu, à savoir les panneaux et les batteries. Or, au bas mot, un panneau ou bien un lampadaire coûte du moins 1 200 000. On en a implanté sur tout l'étendue du territoire au moins 1000 lampadaires. Un mini central, le coût, ça avoisine 300 millions. L'autorité préfectorale s'engage à corriger le tir. Nous devrions, en tant que préfet, recommander non seulement aux différents DDPN, c'est-à-dire les directeurs départementaux de la police nationale, aux différents commandants de compagnie, et aux commandants groupement centre, de prendre toutes les dispositions qu'il faut. L'UEMOA toujours dans la réduction de la pauvreté, l'épanouissement et le développement des peuples. Allons maintenant au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Le professeur Teodoro a reçu en audience plusieurs personnalités. En faire le point donc de ces audiences avec Ismaël Osinou et Mathieu Sokenou qui ont interrogé les hôtes donc, du président de la Cour constitutionnelle. Notre initiative donc vise à sensibiliser tous les acteurs clés devant intervenir dans le processus de révision de la Constitution à être sensible à cette question des droits à l'eau et à l'assainissement, qui en fait est un droit qui dérive du droit à la vie. Il s'agit d'un processus pour demander d'améliorer ces articles et permettre que nos dirigeants aient une oreille, une attention plus prononcée pour la question de l'eau qui, pour notre siècle, constitue une préoccupation majeure. La gestion pacifique des conflits conjugaux pour la paix en famille. Parce que les conflits conjugaux ont l'impact sur les décisions politiques, ont l'impact en milieu de travail, ont l'impact sur le rendement scolaire. Un nouveau promu dans l'ordre national du Bénin, Dr Valentin Wanou, il a été distingué pour les loyaux services rendus à la nation. Reportage d'Estonia Bigo, Yves Agolopessi. Dr Valentin Wanou reçoit la reconnaissance et les honneurs de la République. Il vient d'être promu au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin. Aujourd'hui, l'État béninois reconnaît vos mérites. Recevez donc au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et à mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Plusieurs qualités ont milité en faveur de l'illustre récipiendaire. Chargé de la gestion du personnel, du matériel, des soins des infrastructures, de l'encadrement et de la formation du personnel paramédical et des étudiants de l'IMNES de 2002 à ce jour. Vous êtes enseignant vacataire à l'IMNES de 2002 à ce jour. À chacun de ces postes de responsabilité, M. Wanou Valentin
Vous avez fait prévaloir le sens du service efficacement accompli et rempli convenablement votre cahier de charges. Fier de sa décoration, Dr Valentin Ouanou a exprimé sa gratitude à la chancelière. Les conclusions des travaux portent non seulement la marque de l'effort des membres du Conseil de l'Ordre, de vos collaborateurs, mais aussi et surtout l'empreinte de votre rigueur et l'efficacité au travail. Recevez, Madame la Grande Chancelière, l'assurance de ma profonde considération. Mes mots sont des mots de gratitude et de reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le récipiendaire rassure que le dévouement au travail et la compétitivité qui ont favorisé sa décoration seront maintenus et améliorés davantage. Une escale religieuse maintenant dans cette édition. Équistes et simples curieux se sont retrouvés au Palais de la Gratitude de Zopa à Bomekelavi depuis cet après-midi pour le congrès EC régional 2016. L'amour de Dieu dans la vie des fidèles était au cœur des débats. Bénédicte Poisseau, Jean-Claude James. Sur le site de ce congrès régional, équistes ou simples visiteurs s'informent sur comment reconnaître l'amour de Dieu dans leur vie. Des tables rondes ou des ateliers selon l'âge et dans différentes langues permettent à chaque participant de vivre ce moment de communion selon le rituel de Ekankar. Différents sujets d'ordre purement spirituel seront abordés. Car notre but est de vous faire découvrir un aperçu d'Ekankar, la religion de la lumière et du son de Dieu. C'est avant tout un rendez-vous de donner et de recevoir. Durant 2 jours, les réalités de Ekankar seront exposées suivant 3 axes essentiels. 1. Le Mahanta est maître Ek vivant. C'est le guide spirituel d'Ekankar. Son nom est Harold Klemp et vous avez sa photo devant vous. 2. Le Ek, c'est l'Esprit Saint, dont les 2 aspects fondamentaux sont la lumière et le son de Dieu. Enfin, troisièmement, le Sougmad, ou Dieu suprême. Flore Adou, l'oratrice principale, va développer pour enfants, jeunes ou moins jeunes, le thème « Comment reconnaître l'amour de Dieu dans votre vie ». Eh bien, ce journal va se refermer, mais avant de nous séparer, juste après moi, vous suivrez le magazine Sans commentaires, puis après le jeu Arène des champions et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Widek. Prenez le rendez-vous avec le JT Soir à 23h, ce sera avec Jérôme Rongbo. Et puis cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ortb.bj. Merci et à demain.